Aujourd'hui, on va parler d'un homme que j'admire énormément, que de nombreux jeunes Africains admirent énormément aussi. Il s'appelle Stanislas Zézé, a.k.a. l'homme aux chaussettes rouges. Et il est le roi de la notation financière en Afrique. Après ses études et son parcours professionnel aux États-Unis et en France, il est rentré en Côte d'Ivoire en période de guerre et a réussi à bâtir un empire malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées et tout le scepticisme qu'il a eu tout au long de son chemin. Nous allons parler de son ascension et de sa vision du panafricanisme. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode grâce aux notifications, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Ma conception de la réussite du développement de l'Afrique passe par un changement radical de mentalité, tout comme mon oncle, le professeur Barouan Kipré, sociologue, le soutient. Le développement par le changement de comportement. Ce défi énorme auquel est confronté le continent dans sa globalité est une conséquence de l'histoire coloniale et de l'esclavage qui ont occasionné d'énormes dégâts émotionnels et psychologiques au sein de nos structures sociales. Il s'agit donc de procéder à une déconstruction totale et à une reconstruction des mentalités, des états d'esprit avec pour base la culture africaine ancestrale. Je comprends que notre monde et notre environnement aient évolué au fil du temps, mais il est extrêmement crucial de revenir aux fondamentaux culturels africains et construire l'avenir en faisant naturellement des ajustements nécessaires sans compromission de notre âme. Ce livre permettra aux jeunes de comprendre, j'espère, à travers mon parcours et mon expérience, certaines valeurs que nous devons cultiver sur ce continent pour réussir notre transition. Mon expérience est certes unique, mais elle est pleine d'enseignements pour pallier les différents obstacles de la vie que peuvent rencontrer les jeunes Africains dans leur parcours d'étudiants, dans leur carrière ou dans l'entrepreneuriat. Mon engagement pour l'Afrique est total ainsi que ma contribution à travers mes activités professionnelles, communautaires et sociales. À 53 ans, je pense avoir accompli beaucoup de choses et même si j'estime que d'énormes défis restent encore à être surmontés, ma vie d'être humain est certainement insuffisante pour mener tous les combats. Mais j'ai l'intention de faire l'essentiel et de remplir ma mission de vie sur Terre. La symbolique de l'homme aux chaussettes rouges est très puissante et montre la volonté d'un homme de marquer son histoire et son continent d'une empreinte indélébile. La personnalité d'un homme ou d'une femme fera de son passage sur Terre une aventure insignifiante ou une contribution significative à l'humanité. Comme j'aime à le dire, la forte volonté de réussir une mission est beaucoup plus puissante que la capacité intrinsèque de mener à bien cette mission. Je suis un homme avec une volonté inébranlable. Que le Seigneur m'accompagne dans cette aventure extraordinaire. Ouais, c'est rien que ces mots déjà nous montrent à quel point le gars est déterminé à accomplir sa mission. Il a un mindset de malade. Et j'apprécie trop le personnage en fait. Et je sais pas, on l'appelle l'homme aux chaussettes rouges parce qu'il porte toujours des chaussettes rouges. C'est drôle, mais c'est ça, c'est sa signature. En fait, l'idée de l'homme aux chaussettes rouges dans le livre, il dit que ça lui est venu quand il est allé en Italie et il a vu des prêtres. Je pense que c'était au Vatican, si je me rappelle bien. Bon, peut-être je vais lire le passage là, je sais pas. Mais il a vu des prêtres porter des chaussettes rouges et on appelait ces chaussettes des cardinals. Du coup, il s'est dit mince, ça fait classe. Et du coup, il s'est dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais porter que ça. Et il est allé là en Italie, dans une boutique à côté. Il a demandé, est-ce que vous avez des chaussettes rouges? Et la personne lui a dit, des cardinals. Il dit, oui, ça. Et bam, et c'est comme ça que c'est devenu sa marque de fabrique. Et c'est un monsieur que j'admire tellement. Et aussi, pour la petite histoire, j'aimerais vous dire comment est-ce que j'ai acquis ce livre. En fait,
Je voulais ce livre depuis des mois et des mois. Et je l'ai eu il y a plusieurs mois de cela, mais j'ai un peu attendu pour faire l'épisode dessus, après l'avoir lu. Mais je vous raconte, en fait, il y a environ 1 an, je voulais le livre. Le livre était sorti, et je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais pour l'avoir? Et du coup, vu qu'il est ivoirien, et que le livre est sorti principalement dans son pays, je connaissais une ivoirienne à cette époque-là, et je me suis dit, et je lui ai demandé, bon, vu que tu as de la famille en Côte d'Ivoire et que ta mère, elle arrive de Côte d'Ivoire pour te rendre visite, est-ce que tu peux lui demander de passer et voir s'il y a ce livre-là en librairie? Du coup, elle n'a pas vu le livre et c'était compliqué de l'acheter. Il y avait le lien vers un site web que je suis tombé sur ce lien-là, mais l'achat en ligne était très compliqué. Et du coup, elle m'a dit qu'elle n'a pas pu avoir le livre. Du coup, j'étais un peu en mode, ok, mais comment est-ce que je vais faire pour acquérir? Parce que j'aimais trop le personnage. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vent d'une conférence dans Paris à propos du business. La conférence, c'est Let's Talk Best Business. Et du coup, je me dis, bon, Stanislas Zézé sera là. Il faut que j'y sois aussi pour avoir le livre. Mais je n'ai pas acheté une place à la conférence parce que je me suis dit, je vais juste là-bas acheter le livre et puis je rentre chez moi. Et malheureusement, arrivé, j'ai été bloqué à l'entrée parce que pour entrer et voir Stanislas Zézé, il fallait avoir un pass pour l'événement. Et là, je me dis, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, de 1, j'attends, je patiente. Bon, ça, je fais l'histoire courte. Il y a eu quelques autres péripéties, mais je vais raccourcir vite fait. Et du coup, je patiente. Et là, je me dis comment je fais. Et là, je demande à des gars qui passaient, est-ce qu'ils pouvaient, eux, ils avaient le ticket. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez entrer et juste m'acheter le livre et puis je vous fais un PayPal. Vous achetez le livre et puis vous me le donnez. Les gars, ils étaient en mode, non, on ne fait pas ça. Bref, ils nous ont dit non, d'une façon un peu condescendante. Du coup, j'ai dit, ok. Après, il y avait une dame là, une jolie dame qui passait. Et la dame bien sapée là, très bien. J'ai dit, bon, ok, allez, vas-y, demande-lui. Et là, je vais vers la dame, je lui demande que, est-ce que vous pouvez un peu m'aider à prendre le livre? Et là, elle dit, ok. Et puis, elle me dit, mais donnez-moi votre carte bancaire. Et là, je lui donne ma carte. Et là, vu qu'elle avait une place, elle entre. Et en fait, cette dame-là, c'est Célia, la CEO une jeune femme qui a créé sa marque de soins capillaires, Tcheber. Oui, c'est là que je l'ai rencontrée. Et là, elle rentre. Quelques minutes plus tard, je la vois revenir. Et elle revient avec Stanislas Zézé en personne. J'étais en mode, je t'ai demandé un livre, le livre de Stanislas Zézé. Toi, tu me rapportes le livre et Stanislas Zézé lui-même. Mais c'est fantastique. Du coup, elle m'a dit, bon, ok, c'est vrai que j'ai eu ta carte bancaire, mais je n'ai pas pu payer avec. Du coup, j'ai fait un PayPal à Stanislas Zézé. Et le voici, il est venu, il voulait te voir personnellement. Et j'ai trop aimé cette histoire. Je la raconte souvent. Je l'ai même mise sur mon Instagram le jour même où ça s'est passé. J'ai mis une photo. Stanislas Zézé, j'ai pris une photo avec lui. C'est où je l'ai rencontré. Et puis on a pris une photo et tout. C'est passé vite fait. Il m'a dédicacé le livre. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il a dédicacé le livre, genre personnellement. Donc c'est l'histoire de comment j'ai rencontré Stanislas Zézé. Et aussi... c'est une anecdote que j'aime trop. Et la dédicace, qu'est-ce qu'il dit à Damien Toyin? Merci infiniment, cher ami, pour le sentiment et la considération. All the best. Stan Zézé. Ah, trop bien. Bon, ouais. Si vous allez sur mon Instagram, vous verrez la photo avec lui et l'histoire et tout. Et ouais. Et bon, on continue. Et je note aussi, ça me permet aussi de dire qu'acquérir les livres des entrepreneurs africains, c'est très compliqué. Hein, c'est pas facile. L'autre livre que j'ai couvert sur ce podcast, c'était le livre à propos d'EcoBank. Je vais rajouter le lien vers l'épisode dans la description. Je pense que c'est l'épisode 11 du podcast, EcoBank. Et ouais, c'était compliqué de l'acquérir. Là, c'était au Cameroun. J'ai dû envoyer mon petit frère le chercher. Il me l'a envoyé. Et il y a aussi le livre de... Tony Elomelo, le gars qui a fait UBA. Bon, lui, je n'ai pas pu avoir son livre. Je suis allé à Vivatech pour espérer le rencontrer et avoir son livre. Mais finalement, je n'ai pas pu. C'est compliqué. Mais bon, pourtant, je bosse dans une start-up qui digitalise, qui est Netflix pour les livres, en fait. Mais malgré ça, même, c'est pas facile de mettre la main sur ces livres. Donc, du coup, on continue. Bon, déjà, on commence avec la jeunesse de Stanislas Zézé. En fait, il faut comprendre qu'il a été marqué par son père. Son père est une figure vraiment, c'était un monsieur très fort et dont la présence a marqué l'existence de Stan Zézé malgré le fait qu'il soit mort très jeune. Il soit mort quand Stanislas Zézé était jeune. Et
Tout au long du livre, il parle des enseignements de son père et de ce que ça lui a apporté tout au long de sa vie. Et c'est très admirable. Par exemple, il dit « Ce trait de caractère lui aura valu d'être considéré comme quelqu'un de particulier, d'étrange, tout ceci parce qu'il ne rentrait pas dans les cases. » Là, il parle de son père. Il ne rentrait pas dans les cases établies qui faussent bien souvent les relations humaines. C'est bien le cas en Afrique. Les gens rigoureux qui ont une discipline de vie qui se démarque et qui marchent dans l'ordre du bon sens sont considérés comme des marginaux. Ce n'est pas en Afrique que Descartes, avec sa théorie, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, serait accueilli avec des salves d'applaudissements. Le philosophe estime que tous les hommes sont dotés de raison. Cette raison est donc celle-là qu'il faut utiliser à bon escient dans les circonstances de la vie. C'est comme cela que se pose ce père estimé par son fils Stan qui jette un regard avec ses yeux d'enfant sur lui. C'était quelqu'un de rigoureux et pragmatique. Il exerçait sa puissance paternelle rien que par son comportement et nous le voyons faire. L'honnêteté, l'honneur et la confiance, il y tenait tant. Il n'était pas quelqu'un d'intéressé et se battait pour son pays. Il offrait sa confiance. Dès que vous la trahissez, il se retirait d'une relation qu'il estimait malsaine pour le reste du temps. C'était si marqué dans les esprits des gens qu'on l'avait surnommé le fou. Allez y savoir quel type d'homme il était pour posséder un tel surnom. Il était tellement prévoyant dans son fonctionnement qu'il affectionnait son indépendance, ne pas dépendre des autres en évitant de tendre la main. C'était un monsieur remarquable et toutes les leçons qu'il a apprises à Stan dans ce livre sont tellement pertinentes. Et ce livre se lit très vite. Bon, je l'ai terminé assez vite. Et ça parle de Stan, sa famille, il se dévoile à nous, quoi. Il y a des photos de lui, des anecdotes et tout. Et dans sa jeunesse, il aimait s'amuser, ça se voit dans le livre. Mais il est aussi très studieux. Il s'est rendu en France très jeune pour continuer ses études. Puis, il alla aux États-Unis. Et ensuite, il a décroché un poste à la Banque mondiale aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que l'appel du héros se fit. Il se rendit compte des lacunes que l'Afrique avait et de la mauvaise gestion des dirigeants africains. Et il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien domer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. L'appel vers l'Afrique pour Stanislas Zézé. Bon, là, la Banque mondiale, je vous parle un peu de l'expérience vite fait. Ensuite, c'est autour de l'expérience de la Banque de développement et l'expérience de la capitale américaine Washington DC, où Stan s'est frotté au monde de la politique américaine et de l'économie nationale et internationale. En effet, après son expérience à la National Bank of Detroit et son MPA, Stan est recruté comme directeur de programme à l'Institut international pour l'économie, puis Internal Control Officer à la Banque mondiale à Washington. Stan fréquente les grands de ce monde, car tous passent par Washington DC. Ces années ont montré à Stan l'importance du multiculturalisme et l'importance du compromis. Stan se rappelle encore ses amis hispaniques, brésiliens, européens, de l'Est asiatique, jamaïcains, avec qui les échanges culturels étaient formidables et très enrichissants. La vie à Washington était passionnante. L'expérience de la Banque mondiale a fait comprendre à Stan que les Africains avaient opté pour la facilité en se mettant en situation de totale dépendance vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Ce constat, évidemment, le rendit triste et il décida qu'il était temps de rentrer en Afrique et approcher le développement de l'Afrique sous un différent prisme. Il démissionne de la Banque mondiale et dépose ses valises au bord de la lagune Ébriée. C'est la Banque africaine du développement BAD qui l'accueille. Cette banque de développement dans laquelle il avait tissé de nombreuses relations pendant son séjour à la Banque mondiale qui l'amenait à travailler beaucoup avec elle. Là, on voit un peu, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en Afrique. Là. Il doit changer ça. Là, l'appel. Il dit, ça c'est l'une des parties qui m'a le plus marqué.
Au niveau du travail, Stan baissera la garde relativement à la joie d'être un travailleur de la Banque mondiale. Il se rend très vite compte que l'Afrique subissait et n'avait pas son mot à dire. Cela l'irrite qu'on parle de réduire la pauvreté en Afrique et justement c'était l'axe de travail de ces gens. Maintenir notre continent dans un état de survie. Alors il en parle et milite pour une autre politique de développement de cette Afrique qu'on muselle. Malheureusement, il n'a pas accès au conseil d'administration pour porter cette voix en qualité de fils d'Afrique. C'était le début de la fin pour lui dans cette banque mondiale. Il observe même les attitudes des Africains et elle est décevante, toujours à se mettre en posture de faiblesse. Le plus flagrant, c'était les assemblées annuelles. Les délégations africaines débarquent avec un effectif pléthorique, tandis que les autres n'arrivent qu'avec 4 ou 5 personnes. Un fait marquant l'attristera. Un chef d'État africain venu pour une cérémonie de signature d'un prêt de 5 millions de dollars que la banque devait mettre à disposition de son pays pour un projet de scolarisation des jeunes filles, arriva aux États-Unis à bord d'un avion Concorde affrété et une délégation impressionnante. C'était si choquant que les collègues américains de Stan le chahutèrent, estimant que ce dernier avait déjà dépensé les fonds du noble projet dans le voyage et tout ce luxe. Stan en a eu honte. Autant il était fier d'être à la Banque mondiale, autant il était animé par ce sentiment ambigu. Les leaders africains avaient développé quelque chose d'effrayant qui le turlupinait fortement. Par exemple, quand ils appelaient les ministres pour avoir des informations sur un projet, ils se heurtaient à des bizarreries. Souvent, celui qui devait lui donner l'information lui passait directement le ministre parce qu'il n'avait pas le droit simplement de traiter les coups de fil de la Banque mondiale qui étaient réservés au seul ministre. Quand on a un idéal professionnel et que notre conscience est mise à rude épreuve, alors on cogite et on cherche à partir de là où nous sommes. Là encore, les conseils de son père lui reviennent. Tu ne peux pas changer les règles des autres. Crée les tiennes et quitte chez les autres, mon fils. Ça, c'est très pertinent. Regardez ce que les dirigeants africains font. Vraiment, les 5 millions dépensés et après même le projet, bref. En quittant la Banque mondiale pour intégrer la Banque africaine du développement, il fonde beaucoup d'espoir dans cette autre expérience de prestige et surtout africaine. Sa démission est un choc dans son entourage. J'avais déconstruit l'idéal que j'avais pour la Banque mondiale. Les Africains se nourrissaient d'une politique de faiblesse qui, à la fois, me dérangeait et m'énervait. Ses patrons sont surpris, ses collègues également. Tous voyaient un avenir brillant au sein de l'institution pour lui, mais lui avait d'autres aspirations que faisait semblant de ne pas voir. Je faisais semblant de ne pas voir. Ah, c'est triste. Mais bon, heureusement qu'il a décidé de faire quelque chose. Et arrivé même à la Banque africaine du développement, il se rend compte qu'en fait, les choses ne sont pas si différentes. En fait, ils sont pourris jusqu'à la moelle, en fait. Bref, écoutez. La Banque africaine de développement de ces années-là était constituée de 53 pays africains et de 24 pays non africains. Le plus choquant là était que ces 24 pays contrôlaient et coiffaient tout. Les 24 pays qui ne sont pas africains contrôlent les 53 pays sur leur propre banque. La Banque africaine du développement, ces 24 la contrôlent. Il n'y avait que le Nigeria qui était en position de force derrière les USA. En regardant le fonctionnement des autres banques telles que la Banque européenne de développement, la Banque asiatique de développement, où il n'y avait aucun pays africain, et le nôtre, Stan est déçu. Le pire était que beaucoup d'Africains étaient surtout contents d'être cadres de la Banque africaine de développement en raison de la politique sociale de rémunération et des avantages mis en place et qui prenaient en compte leurs billets d'avion pour aller en vacances, les scolarités de leurs enfants dans les plus grandes et plus chères universités au monde, les soins médicaux et tout le traitement spécial. On avait l'impression que c'était fait exprès pour endormir les Africains et ça semblait bien fonctionner malheureusement. Un vrai égoïsme qui donnait froid dans le dos. C'était inadmissible pour lui d'encaisser ce énième coup dur. Et une fois de plus, il ne se voyait pas rester dans cet univers faussé à la base par tous ces écarts de comportement envers le travail, le vrai, celui qui doit faire avancer le pays et l'Afrique en général. Les traitements sociaux professionnels ne sauraient être la seule motivation pour des employés d'être dans la dite boîte. Il pense alors prendre le développement par un autre prisme et en s'attaquant au secteur privé. Une autre démission et le voilà sur l'échelle
de la ferme internationale Shell en qualité de directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale. Il y est agréablement bien reçu. On lui confie de grandes responsabilités qu'il allait parfois même au-delà des régions inscrites sur la feuille de route. Un potentiel élevé qui monte telle une étoile filante. Vite, les zones d'ombre vont venir noircir le tableau avec de grands patrons africains minés par la jalousie. Il est même combattu par des Ivoiriens. Ses frères ivoiriens même le combattent. Il devient une menace dans cet environnement car il n'a pas sa langue dans sa poche et dit les choses telles qu'elles sont. Voilà une caractéristique de Stanislas Zézé. Très franc, très straight to the point, pragmatique comme les Américains. Il fait des critiques et apporte des solutions immédiates pour régler les problèmes. C'est dans ce passage tumultueux que Stan décide de créer Bloomfield Investment Corporation. Projet pensé depuis les années de la Banque mondiale à Washington. Stan a une expérience solide acquise de haute volée. Léopold Sédar Senghor, grand chantre de la négritude dans son magnifique recueil Chant d'ombre, écrit... Bon, je ne vais pas vous parler du chant, mais oui, c'est chaud, hein. Et apparemment, les Africains sont les ennemis des Africains eux-mêmes. Le pragmatisme, c'est quelque chose qui a été mal accueilli dans son cas-là. Et dans plusieurs endroits, venir avec le pragmatisme, la franchise et l'honnêteté radicale, le genre de culture qu'il y a dans Netflix. Je vous ai parlé, il y a eu l'épisode de Netflix où il y a l'honnêteté radicale, le talent density, tous ces concepts-là. Dans ces entreprises-là, ce qui fait en sorte que Netflix soit une grosse entreprise qui fonctionne bien et qui a eu une évolution spectaculaire, c'est ce genre de culture d'entreprise. Mais Stanislas Zézé ne trouve ça nulle part. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait s'il était un tech ou bien quelqu'un dans le domaine du divertissement, je suis sûr qu'il aurait aimé travailler à Netflix. Parce que les valeurs que je vois dans le livre, les valeurs qu'il décrit, les valeurs qui sont propres à lui, et aussi les valeurs qu'il inculque à Bloomfield Investment vont dans ce sens-là. Ça me fait aussi penser à une autre société, Bridgewater House, le hedge fund le plus grand hedge fund au monde, dirigé par Ray Dalio aux États-Unis. Ils ont aussi cette même culture-là, mais Stan ne trouve ça nulle part. Et c'est chaud. Et ce qui est marrant, c'est que la médiocrité, la mentalité, comme il disait au début du livre, on a une mentalité un peu différente, quoi. Moi-même, je vous avoue que moi-même, en ayant grandi, fait mes études là-bas et travaillant un peu là-bas, au pays, je rentre souvent au pays, je suis très attaché au pays. Souvent, je me retrouve... il y a un mindset qui est différent. Un mindset qui est différent d'ici. D'ici, dans des pays développés, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins que eux. Ça ne veut pas dire qu'on est médiocre. On est juste... c'est juste qu'il y a un mindset qui est différent. Et le gars, il souligne ça très franchement dans ce livre. Je vous conseille d'acheter le livre. J'aimerais bien avoir un lien à vous proposer. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, acquérir le livre était déjà compliqué pour moi. Donc du coup, je vais juste vous dire... Je pense que je vais écrire à Stanislas Zézé. Et j'espère pouvoir trouver un moyen de rendre disponible le livre à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent dans ce podcast. Et j'apprécie aussi beaucoup les interventions de Stanislas Zézé. Quand il parle du panafricanisme et du business en Afrique, il a une vision tellement profonde que ça montre à quel point le gars maîtrise son sujet. Ça, c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il a été résilient. Et je vais vous parler de sa résilience dans le livre, de la résilience dont il a fait preuve dans ce livre. Et vous allez comprendre. Le gars, il a imposé un concept qui était étranger aux Africains, la notation financière. Qui parlait de ça en fait? Les gens lui ont dit que ça ne marcherait pas. Mais le gars, il a éduqué les gens, il a travaillé fort et dur, il a appris comment faire le business en Afrique. Et il partage beaucoup de leçons à ceux qui veulent rentrer en Afrique, entreprendre par exemple. Il dit par exemple que si vous allez là-bas, n'allez pas avec vos préjugés. Ne pensez pas que vous allez aller imposer votre façon de penser européenne aux gens. Parce que vous avez quitté l'Afrique depuis longtemps et vous voulez rentrer faire du business, ce genre de truc. Non, allez là-bas et allez sur le terrain, voyez comment les choses se passent. Parce que très souvent, ceux qui quittent l'Afrique pour ici sont des gens qui souvent n'ont pas eu d'expérience professionnelle profonde. Genre n'ont pas été chefs d'entreprise là-bas. Et quand on occupe ce poste, les choses sont très différentes. Bref, pour mieux comprendre ça, je vais rajouter à cet épisode un extrait d'une de ces interventions. Le lien
L'intervention intégrale est dans la description de cet épisode. Le premier conseil, c'est déjà de connaître l'environnement dans lequel vous voulez investir et de sortir des préjugés. Parce que, bon, évidemment, quand vous restez longtemps ici, vous finissez par penser, vous finissez par embrasser la culture d'ici et de penser comme les gens d'ici qui, pour la plupart, malheureusement, ont des idées préconçues sur le continent. Peut-être que les leaders africains prêtent le flanc. Ça, je veux dire, je reconnais ça. Mais, ceci dit, ce sont des idées préconçues. Mais comprenez que vous ne pouvez pas investir dans un endroit que vous ne connaissez pas. Non, à force de rester ici, vous le connaissez de moins en moins. Donc déjà, il faut rentrer en contact à nouveau avec le continent, aller rencontrer des gens. Faites-vous un réseau, parlez aux entrepreneurs qui sont sur place et identifiez des entrepreneurs qui viennent de la diaspora parce que vous avez certainement des choses en commun. Et voyez comment ils ont fait comment ils se sont adaptés sur le continent. Quand vous allez comprendre les codes, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile d'investir. Parce que sinon, vous allez investir avec vos codes d'ici et ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas le même environnement. Non. Et quand vous allez vous brûler les ailes une fois, vous allez dire, bah, je savais, le continent, il est pourri, pas besoin de repartir là-bas. Non, il n'est pas pourri. C'est comme quelqu'un du continent qui vient investir ici, il connaît pas les codes, il va se brûler les ailes. Est-ce qu'il dira que l'Europe, c'est pourri? Non. Et il faut sortir du jugement. Vous arrivez sur le continent, vous voulez faire du business, il faut comprendre les codes et faire le business selon les codes locaux. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que vous cherchez? C'est réussir votre business. Il y a bien des business là-bas qui réussissent quand même. Donc, ça veut dire que si vous appliquez bien les codes, certainement que vous allez réussir. Donc, on revient toujours à cette notion d'intelligence économique, donc qui vous permet déjà d'avoir la cartographie de risque, mais en même temps, ça suffit pas. Une fois que vous avez tous ces outils-là, il faut aller sur place pour pouvoir apprendre les codes et pouvoir investir. D'accord. Voilà. On va prendre la dernière question, Excellence. La dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps aussi. La dernière question. Alors, je vais aller très très vite. J'ai des amis comme toi qui ont laissé 14 000 $, 15 000 $ dans les banques, dans les organismes financiers dans le monde, qui sont venus gagner, parce qu'ils ont choisi d'aller en Afrique, 3 000 $, 2 000 $ pour créer leur affaire. Et ça, c'est fondamental. Donc, en m'écoutant, j'espère que tous ceux qui m'écoutent vont prendre la même décision, parce que il s'agit de cela. Je voulais te poser la question suivante. Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté lorsque vous avez décidé de vous poser en Afrique? Et comment vous vous êtes en sorti? En 2 mots, parce que ça va édifier les gens et ça permet de comprendre le mécanisme, comment on peut réussir en Afrique. Merci. Alors, là, on est en train de parler de retour sur le continent. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas né en France ni aux États-Unis. Je suis né en Afrique. Je suis venu en Europe. Donc, je suis venu à l'aventure. Je suis venu au collège, ensuite au lycée, mais je suis venu à l'aventure. C'est différent de ceux qui naissent ici et après qui ont du mal à retourner. Donc, pour moi, retourner, c'était même pas une question. Enfin, c'était pas une question de choix, c'était une évidence. Je finis mes études. L'idée, c'était même, je finis mes études, je rentre. Et je suis resté travailler. Donc, j'ai fini ici, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait d'autres diplômes, j'ai travaillé. Et donc, la décision de rentrer, enfin, c'était même pas une décision à polémique ou était sujet à discussion. C'est bon, je pense qu'il est temps de rentrer, là. Et je suis rentré. Donc, je ne suis pas rentré dans une logique de je dois me réadapter. Non. Enfin, je veux dire, dans ma tête, je suis africain, je finis, je rentre chez moi. Je n'ai pas à me réadapter. Monsieur Zézé, après plusieurs années, on est un peu déconnecté aussi du continent et des réalités. Évidemment, pour ceux qui partent jamais. Moi, j'allais tout le temps. Mais c'est pas le même environnement. Quand vous partez en vacances et quand vous travaillez sur place, c'est pas la même chose. Non. Mais c'est-à-dire que moi, ça me pose un problème quand des Africains qui sont venus ici, des fois adultes, et après se posent des questions de comment ils vont se réadapter dans leur propre pays. Ça me pose un problème. Il faut qu'on soit sérieux. C'est-à-dire que venir ici dire non, bon, ben, sérieusement, je crois que vous repartez, évidemment, peut-être qu'il y a des habitudes que vous avez embrassées ici. Comme je dis, vous embrassez la culture ici,
vous êtes imbibé par cette nouvelle culture. Oui, j'entends bien. Vous avez une façon de vivre. Donc, quand vous repartez, il y a des choses qui vont vous gêner. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans des cultures où les gens sont toujours à l'heure. Donc, vous allez repartir au pays, ça vous posera problème parce que les gens sont pas à l'heure. Mais quand vous étiez là-bas, ça vous dérangeait pas parce que vous-même, vous étiez peut-être pas à l'heure. OK? Mais donc, il y a des ajustements que vous allez faire. Mais je dis, c'est pas catastrophique. Et d'ailleurs, ce que je dis toujours aux gens de la diaspora, si vous estimez que c'est une best practice, justement, quand vous venez suggérer cette best practice, venez pas critiquer les gens. Franchement, votre culture ne les intéresse pas. Ne venez pas les critiquer. Venez leur suggérer. Vous dites, écoutez, vous avez l'habitude de faire ça. Voilà les résultats. Vous voyez que ça peut être faible. Moi, je vous suggère d'essayer plutôt comme ça et on verra les résultats. Et quand ils vont essayer, ils vont voir que ce que vous suggérez comme best practice fonctionne mieux que ce qu'ils faisaient. C'est pas des idiots. Bien sûr qu'ils embrasseront ce que vous avez suggéré. Mais si vous venez lui dire, mais ce que vous faites ici, c'est n'importe quoi. Nous, on sait mieux, on vient de Belgique. Ils vont me dire, mais retourne en Belgique alors. D'accord. Alors, Désiré, on est en train de chuter. On a l'épineuse question de l'apport de la diaspora au sein de l'économie africaine. Pour vous, comment est-ce que, de façon très concrète, la diaspora, vous étiez en train de parler de ça, comment est-ce que, de façon très concrète, la diaspora peut apporter son appui ou son aide à l'économie africaine, aux entreprises, aux pays, etc. Avant de vous laisser conclure. Alors, je pense que les gens de la diaspora se plaignent souvent de dire les pays africains font pas appel à nous, on a un potentiel, on a des choses à apporter, les gouvernements ne nous consultent pas. Mais vous n'avez jamais posé la question de pourquoi ils ne vous consultent pas. Peut-être que pour eux, vous ne représentez rien du tout, tout simplement. Vous représentez certainement quelque chose, mais peut-être pour eux, rien. Pourquoi? Moi, je vous dis ce que vous pouvez représenter pour ces pays-là. Deux choses. Si vous avez le pouvoir économique et le pouvoir politique. Le pouvoir économique, c'est pas les 1000 euros, les 100 euros, les 200 euros que vous envoyez à vos cousins et tout ça, et après vous allez calculer ça et dire la diaspora fait venir 80 milliards d'euros par an. Mais quel est l'impact? L'impact économique, il est nul, zéro. L'impact social, il est très grand. Parce que vous aidez les familles et tout ça, ça a un vrai impact social, mais ça a zéro impact économique en réalité. Les deux choses que vous pouvez faire, l'impact économique, c'est de dire, aujourd'hui nous sommes la diaspora, nous allons commencer à créer des fonds d'investissement de la diaspora. Des fonds d'investissement où nous allons tous pitcher, ok, et avoir de gros fonds, et aller acheter des obligations d'État dans les pays, dans différents pays. On achète les obligations d'État. Donc, vous financez l'économie des États à travers les obligations d'État et les bons du Trésor. Oui, à ce moment-là, les pays feront attention à ce que vous dites ou à ce que vous voulez et comment vous voulez qu'ils fassent les choses. Ils vous écouteront parce que justement, vous avez un impact direct. La deuxième chose, avec vos fonds, vous pouvez investir dans les PME, mais directement. Les PME ont un vrai problème d'accès au financement et ont un vrai problème de renforcement des capacités. Donc, puisque vous avez les best practices, si en plus vous avez des fonds d'investissement, que vous investissez directement dans les PME, vous prenez le même risque que ces PME, donc vous allez rentrer dans la gouvernance, vous allez aider à la gouvernance, ouvrir certainement des réseaux, aider dans la gestion, aider dans le contrôle, et à la fin de la journée, on aura des PME qui deviennent de plus en plus solides. Évidemment, c'est ce qu'on recherche pour le développement. Donc, économiquement, voilà comment je pense que vous pouvez contribuer. Politiquement, vous êtes, on va prendre la Belgique. En Belgique, je suis sûr que tous les afro-descendants qui sont ici, qui ont la nationalité, sont un nombre assez important, donc peuvent représenter un pouvoir politique énorme à travers les votes. On va dire, vous êtes, laissez 1,5 million. 1,5 million de voix, ça fait une différence aux élections présidentielles dans un pays. Donc, si vous êtes dans une logique d'association de la diaspora, même si dans beaucoup de pays européens, ils disent qu'il ne faut pas être communautaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si vous êtes dans cette logique de voter de la même façon, ça veut dire qu'en réalité,
Vous représentez 1,5 million de votes à chaque élection présidentielle. Donc vous pouvez décider qui est président dans le pays et qui ne l'est pas. Ce que ça veut dire, c'est que vos leaders, ils seront invités chaque semaine à déjeuner, soit à la présidence ou à la primature, c'est selon le modèle du pays. Pourquoi? Parce que vous pouvez décider qui dirige le pays. Parce que vous êtes juste 1,5 million de personnes qui votent dans la même direction. Et voilà comment vous représentez un pouvoir politique. Et à ce moment-là, les pays africains, dont certains sont hautement influencés par les pays européens, vont dealer avec vous. Parce que vous pouvez décider qui est président ici ou qui n'est pas président, et donc vous avez un impact politique très fort. Voilà les deux raisons pour lesquelles les pays africains en général et les leaders africains s'intéresseraient à ce que vous pouvez représenter. Et aussi, il faudrait que vous sachiez que ça, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Je vais refaire la deuxième partie très bientôt. Et je note que c'est le dernier épisode de la saison 1 du podcast. Cet épisode sur Stanislas Zézé et la deuxième partie, les deux vont faire le dernier épisode de la saison 1 du podcast. Là, vous savez que je suis très transparent avec vous dans chacune des épisodes que je fais pour le podcast. J'ai prévu faire cet épisode, mais j'ai été pris par le temps et tellement de trucs que j'avais à faire chaud. L'épisode de Critéo que j'ai fait il y a quelques heures là, j'espère que vous l'avez écouté, l'épisode 18. Là, je suis sur l'épisode 19. Et là, je dois aller à l'aéroport, j'ai un vol à prendre. Du coup, je pense que je serai un peu en retard là, mais je me suis dit, gars, tu as du taf. Tu peux pas laisser l'épisode, tu peux pas laisser ça comme ça. Donc, vas-y, fais l'épisode et puis au moins, tu pourras dire que non, tu as fait jusqu'à 19 épisodes avant de clôturer la saison. Mais le truc, c'est que là, je suis pressé par le temps. Je vais continuer cet épisode dès que possible vraiment. Je vais prendre mon vol. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, vous aurez l'épisode avant. Bref, je me souhaite bonne chance à moi-même. Et vous allez aimer. À plus. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.